Monsieur Joe souriait de toutes ses dents qui étaient belles. Joseph les remarqua et de Monsieur Joe tout entier ne regarda que ses dents. Il avait l'air un peu dépité. Les siennes étaient abîmées et il ne pouvait pas les faire arranger. Il y avait avant ses dents tellement de choses à arranger que parfois il doutait qu'ils y arriveraient un jour. Vous revenez de Paris demanda la mère. Je débarque. Je suis à Rame depuis 3 jours. Je suis venu surveiller un embarquement de latex. La mère rougissante, souriante, buvait les paroles de Monsieur Joe. Celui-ci s'en apercevait et il avait l'air d'en être très satisfait. Ça devait être assez rare qu'on l'écoute dans l'émerveillement. Il soignait la mère du regard et il évitait encore de prêter une trop grande attention à ce qui l'intéressait, Suzanne. Il n'avait pas encore pris garde au frère, pas encore. Il remarquait seulement que Suzanne, elle, n'avait Dieu que pour ce frère qui se contentait de fixer soit ses dents, soit la piste d'un air morne et furieux. Son auto, dit Suzanne, c'est une Maurice Léon Bollé. Elle se sentait très près de Joseph, toujours devant un tiers, et surtout quand il était aussi visiblement emmerdé que ce soir. Joseph parut se réveiller, il demanda d'un ton maussade. Ça fait combien de chevaux une bagnole comme ça 24, dit négligemment Monsieur Joe. Merde, 24 chevaux 4 vitesses sans doute. Oui, 4. On démarre en seconde comme on veut, non Oui, si on veut, mais ça esquinte le changement de vitesse. Ça tient la route À 80 dans un fauteuil. Mais celle-là, je ne l'aime pas. J'ai un roadster de place, et avec ça, j'arrive à 100 sans aucun mal. Combien de litres au 100 15 sur route, 18 en ville. Vous avez quelle marque, vous autres Joseph regarda Suzanne, l'air ahuri, et tout à coup il rit. Ce n'est pas la peine d'en parler. C'est une Citroën, dit la mère. Une bonne vieille Citroën qui nous a rendu bien les services. Pour la piste, elle est bien suffisante. On voit que tu ne conduis pas souvent, dit Joseph. La musique avait recommencé. Monsieur Joe battait discrètement la mesure en tapotant la table de son doigt endiamanté. Ses réponses étaient suivies de longs et puissants silences de la part de Joseph. Mais sans doute Monsieur Joe n'osait-il pas changer de sujet de conversation. Tout en répondant à Joseph, il ne quittait plus Suzanne des yeux. Il le pouvait en toute tranquillité. Suzanne était si attentive aux réactions de Joseph qu'elle ne regardait plus que lui. Et le roadster demanda Joseph. Comment Combien au 100 le roadster Plus, dit Monsieur Joe. 18 sur route, ça fait 30 chevaux. Merde, dit Joseph. Les Citroën consomment moins, non Joseph rit très fort. Il termina sa coupe de champagne et s'en versa une autre. Il avait tout à coup l'air décidé à se marrer. 24, dit-il. Psst, fit Monsieur Joe. Mais ça s'explique, dit Joseph. C'est beaucoup. Au lieu de 12, dit Joseph, mais ça s'explique. Le carburateur, c'est plus un carburateur, c'est une passoire. Le fou rire de Joseph était contagieux. C'était un rire étouffant, encore enfantin, qui sortait avec une fougue irrésistible. La mère de vin rouge essaya de se retenir, mais sans y arriver. S'il n'y avait que ça, dit Joseph, ce serait rien. La mère rit de toute sa gorge. C'est vrai, dit-elle, s'il n'y avait que le carburateur. Suzanne rit aussi. Elle n'avait pas le même rire que Joseph, le tien était un peu sifflant, plus aigu. C'était arrivé en quelques secondes. Monsieur Joe paraissait décontenancé. Il devait se demander si son succès ne se trouvait pas un peu compromis et comment parer à ce risque. Et le radiateur, dit Suzanne. Un record, dit Joseph. Vous n'avez jamais vu ça Dis combien, Joseph, dis-le. Il a fait, avant que je le répare un peu, jusqu'à 50 litres au 100. Ah, c'est ce qu'a fait la mère. C'est rare, ça, 50 litres au 100. Et encore, dit Joseph, s'il n'y avait que ça, le carburateur et le radiateur. C'est vrai, dit la mère, s'il n'y avait que ça, ce ne serait rien. Monsieur Joe essaya de rire. Il se forçait un tout petit peu. Peut-être qu'ils allaient l'oublier. Ils avaient l'air un peu sonnés. Et nos pneus, dit Joseph, nos pneus. Ils. José riait tellement qu'il ne pouvait plus former ses mots. Le même rire invincible et mystérieux secouait la mère et Suzanne. Devinez avec quoi on roule dans nos pneus, dit Joseph, devinez. Allez-y, dit Suzanne, devinez. Il peut toujours courir, dit Joseph, pour trouver. L'enfant adoptif avait apporté une deuxième bouteille de champagne sur la demande de Monsieur Joe. Agosti les écoutait et riait ferme. Les officiers et les passagères, qui n'y comprenaient pourtant rien, s'étaient mis à rire à leur tour, mais doucement. Cherchez, dit Suzanne, allez-y. Remarquez, c'est pas toujours, heureusement. Je ne sais pas, moi, avec des chambres à air de moto, dit Monsieur Joe de l'air de celui qui a trouvé comme on danse sur ces terres-là. Pas du tout, vous n'y êtes pas du tout, dit Suzanne. Des feuilles de bananier, dit Joseph. On les bourre. Monsieur Joe rit franchement pour la première fois. Mais pas si fort que, c'était sans doute une question de tempérament. Joseph avait atteint un tel degré d'hilarité qu'il en perdait la respiration et que son rire silencieux le mettait au point mort du paroxysme. Monsieur Joe avait renoncé à inviter Suzanne. Il attendait patiemment que ça se passe. C'est original, c'est marrant, comme on dit à Paris. Il ne l'écoutait pas. Nous, quand on part en voyage, dit Joseph, on attache le caporal sur le garde-boue avec un arrosoir à côté de lui. Il hoquetait entre chaque mot. À la place du phare, il sert aussi de phare.
Le caporal, c'est notre radiateur et c'est notre phare, dit Suzanne. Ah, j'étouffe, tais-toi, dit la mère. Et les portières, dit Joseph, les portières, elles tiennent au fil de fer. Je ne me rappelle plus, dit la mère. Je ne me rappelle même plus comment elles pouvaient être, les poignées de nos portières. Avec nous, dit Joseph, pas besoin de poignées, on saute dedans, hop, à condition de s'y prendre du côté où il y a un marchepied. Suffit d'avoir l'habitude. Mais ça, on l'a, l'habitude, dit Suzanne. Tais-toi, dit la mère, je vais avoir une crise. Elle était très rouge. Elle était vieille, elle avait eu tant de malheurs, et si peu l'occasion d'en rire, que le rire, en effet, s'emparant d'elle, l'ébranlait dangereusement. La force de son rire ne semblait pas tenir d'elle et gênait, faisait douter de sa raison. Nous, pas besoin de phare, dit Joseph. Une lampe de chasse, c'est aussi bien. Monsieur Joe les regardait avec l'air de quelqu'un qui se demande si cela va finir un jour. Mais il écoutait patiemment. C'est agréable de tomber sur des gens comme vous, aussi gais que vous, dit-il, essayant sans doute de les détacher de l'inépuisable B12 et de sortir de ce labyrinthe. Aussi gai que nous, dit la mère interloquée. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on est gai? Reprit Suzanne. Ah, s'il savait, merde, s'il savait, dit Joseph. Mais lui, Joseph, en voulait décidément. Et encore, dit-il, s'il n'y avait que ça. Le réservoir, les phares, s'il n'y avait que ça. La mère et Suzanne le regardaient intensément. Quel rebondissement avait encore trouvé Joseph? Elle ne devinait pas encore, mais le rire qui avait commencé à faiblir recommença à les secouer. Les fils de fer, continua Joseph. Les feuilles de bananier, s'il n'y avait que ça. Et c'est vrai, s'il n'y avait que ça, dit Suzanne d'un air interrogateur. S'il n'y avait que l'auto, dit Joseph. Ce ne serait rien, dit la mère, rien du tout. Impatient, en avance sur le leur, le rire de Joseph les gagnait. Il n'y a pas que l'auto. On avait des barrages. Des barrages. La mère et Suzanne poussèrent un cri aigu d'intense satisfaction. À son tour, Agosti pouffa de rire, et le sourd glouglou qui s'élevait du côté de la caisse signifiait que le père Bark lui aussi s'en mêlait. Ah, les crabes s'exclama la mère. Les crabes nous les ont bouffés, dit Joseph. Même les crabes, dit Suzanne, qui s'y sont mis. C'est vrai, même les crabes, dit la mère. Ils sont contre nous. Certains clients avaient recommencé à danser. Agosti continua à se marrer parce qu'il connaissait bien leur histoire, aussi bien que la sienne. Ça aurait pu être la sienne, celle de chacun des concessionnaires de la plaine. Les barrages de la mer dans la plaine, c'était le grand malheur et la grande rigolade à la fois, ça dépendait des jours. C'était la grande rigolade du grand malheur. C'était terrible et c'était marrant. Ça dépendait de quel côté on se plaçait. Du côté de la mer, qui les avait fichus en l'air, ces barrages, d'un seul coup d'un seul, du côté des crabes, qui en avaient fait des passoires, ou au contraire, du côté de ceux qui avaient mis 6 mois à les construire dans l'oubli total des méfaits pourtant certains de la mer et des crabes. Ce qui était étonnant, c'était qu'ils avaient été 200 à oublier ça en se mettant au travail. Tous les hommes des villages voisins de la concession, auprès desquels la mère avait délégué le caporal, étaient venus. Et après les avoir rassemblés aux abords du bungalow, la mère leur avait expliqué ce qu'elle voulait d'eux. Si vous le voulez, nous pouvons gagner des centaines d'hectares de rizières, et cela sans aucune aide des chiens du cadastre. Nous allons faire des barrages, 2 sortes de barrages, les uns parallèles à la mer, les autres, etc. Les paysans s'étaient un peu étonnés. D'abord parce que depuis des millénaires que la mer envahissait la plaine, ils s'y étaient à ce point habitués qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'on pût l'empêcher de le faire. Ensuite parce que leur misère leur avait donné l'habitude d'une passivité qui était leur seule défense devant leurs enfants morts de faim et leurs récoltes brûlées par le sel. Ils étaient revenus pourtant 3 jours de suite et toujours en plus grand nombre. La mère leur avait expliqué comment elle envisageait de construire ces barrages. Ce qu'il fallait d'après elle, c'était les étayer avec des troncs de palétuvier. Elle savait où s'en procurer. Il y en avait des stocks aux abords de Cam qui, une fois la piste terminée, étaient restés sans emploi. Des entrepreneurs lui avaient offert de les lucéder au rabais. Elle seule d'ailleurs prendrait ces frais-là à sa charge. Il s'en était trouvé une centaine qui avaient accepté dès le début. Mais ensuite, quand les premiers avaient commencé à descendre dans les barques qui partaient du pont vers les emplacements désignés pour la construction, d'autres s'étaient joints à eux en grand nombre. Au bout d'une semaine, tous à peu près s'étaient mis à la construction des barrages. Un rien avait suffi à les faire sortir de leur passivité. Une vieille femme sans moyens qui leur disait qu'elle avait décidé de lutter les déterminait à lutter comme s'ils n'avaient attendu que cela depuis le commencement des temps. Et pourtant la mère n'avait consulté aucun technicien pour savoir si la construction des barrages serait efficace. Elle le croyait, elle en était sûre. Elle agissait toujours ainsi, obéissant à des évidences et à une logique dont elle ne laissait rien partager à personne. Le fait que les paysans aient cru ce qu'elle leur disait l'affermit encore dans la certitude qu'elle avait trouvé exactement ce qu'il fallait faire pour changer la vie de la plaine. Des centaines d'hectares de rizières seraient soustraits aux marais. Tous seraient riches, ou presque. Les enfants ne mourraient plus, on aurait des médecins, on construirait une plus longue route qui longerait les barrages et desservirait les terres libérées. Une fois les rondins achetés, il se passa 3 mois pendant lesquels il fallut attendre que la mer fût complètement retirée et la terre assez sèche pour commencer les travaux de terrassement. C'est pendant cette période d'attente que la mère avait vécu l'espoir de sa vie. Toutes ces nuits, elle les passa alors à rédiger et à améliorer la rédaction des conditions de la future participation des paysans
à l'exploitation des 500 hectares prochainement cultivables. Mais son impatience était telle qu'il ne lui suffit pas de faire ainsi des plans en attendant que vienne le moment. Avec ce qui lui restait d'argent, une fois les rondins payés sans attendre, elle fit bâtir 3 cases qu'elle baptisa village de guet à l'embouchure du Rac. Les paysans avaient cru si nombreux à sa réussite qu'elle y croyait désormais sans une ombre. Pas un instant elle ne soupçonna que peut-être il l'avait cru parce qu'elle se montrait si sûre d'elle. Et pourtant elle leur avait parlé avec tant de certitude qu'un agent cadastral lui-même aurait pu se laisser convaincre. Une fois son village construit, la mère y installa 3 familles, leur donna du riz, des barques et de quoi vivre jusqu'à la récolte des terres libérées. Le moment propice à la construction des barrages arriva. Les hommes avaient charrié les rondins depuis la piste jusqu'à la mer et ils s'étaient mis au travail. La mère descendait avec eux à l'aube et revenait le soir en même temps qu'eux. Suzanne et Joseph avaient beaucoup chassé pendant ce temps-là. Ça avait été pour eux aussi une période d'espoir. Ils croyaient à ce qu'entreprenait leur mère. Dès que la récolte serait terminée, ils pourraient faire un long voyage à la ville et d'ici 3 ans quitter définitivement la plaine. Le soir parfois la mère faisait distribuer de la quinine et du tabac aux paysans, et à cette occasion elle leur parlait des changements prochains de leur existence. Ils riaient avec elle à l'avance de la tête que feraient les agents cadastraux devant les récoltes fabuleuses qu'ils auraient bientôt. Point par point, elle leur racontait son histoire et leur parlait longuement de l'organisation du marché et des concessions. Pour mieux encore soutenir leur élan, elle leur expliquait aussi comment les expropriations, dont beaucoup avaient été victimes au profit des poivriers chinois, étaient elles aussi explicables par l'ignominie des agents de cam. Elle leur parlait dans l'enthousiasme, ne pouvant résister à la tentation de leur faire partager sa récente initiation et sa compréhension maintenant parfaite de la technique constitutionnaire des agents de cam. Elle se libérait enfin de tout un passé d'illusion et d'ignorance, et c'était comme si elle avait découvert un nouveau langage, une nouvelle culture. Elle ne pouvait se rassasier d'en parler. Des chiens, disait-il, ce sont des chiens. Et les barrages, c'était la revanche. Les paysans riaient de plaisir. Pendant la construction des barrages, aucun agent n'était passé. Elle en était quelquefois un peu surprise. Ils ne pouvaient pas ignorer l'importance des barrages et ne pas s'en inquiéter. Cependant, elle-même n'avait pas osé leur écrire, de crainte de les alerter et de se voir interdire la poursuite d'une initiative malgré tout encore officieuse. Elle n'osa le faire qu'une fois les barrages terminés. Elle leur annonça qu'un immense quadrilatère de 500 hectares, qui englobait la totalité de la concession, allait être mis en culture. Le cadastre n'avait pas répondu. La saison des pluies était arrivée. La mer avait fait de très grands semis près du bungalow. Les mêmes hommes qui avaient construit les barrages étaient venus faire le repiquage du paddy dans le grand quadrilatère fermé par les branches des barrages. 2 mois avaient passé, la mer descendait souvent pour voir verdir les jeunes plants. Ça commençait toujours par pousser jusqu'à la grande marée de juillet. Puis en juillet, la mer était montée comme d'habitude à l'assaut de la plaine. Les barrages n'étaient pas assez puissants, ils avaient été rongés par les crabes nains des rizières. En une nuit, ils s'effondrèrent. Les familles que la mer avait installées dans son village de guet étaient parties avec les jonques, les vivres, vers une autre partie de la côte. Les paysans des villages limitrophes de la concession étaient retournés à leur village. Les enfants avaient continué de mourir de faim. Personne n'en avait voulu à la mer. L'année suivante, la petite partie des barrages qui avait tenu s'était à son tour écroulée. L'histoire de nos barrages, c'est à se taper le cul par terre, dit Joseph. Et en faisant marcher ses 2 doigts, il imita sur la table la marche du crabe, la marche d'un crabe vers leur barrage, dans la direction de Monsieur Joe. Toujours aussi impatient, Monsieur Joe se désintéressait de la marche du crabe et dévisageait Suzanne, qui, la tête levée, les yeux pleins de larmes, riait. Vous êtes drôle, dit Monsieur Joe, vous êtes formidable. Il battait la mesure du fox que l'on jouait, peut-être pour inciter Suzanne à danser. Il n'y en a pas deux d'histoires comme celle de nos barrages, dit Joseph. On avait pensé à tout, mais pas à ces crabes. On leur a coupé la route, dit Suzanne. Mais ça les a pas gênés, reprit Joseph. Ils nous attendaient au tournant, de 2 coups de pince, vlan, les barrages en l'air. Des petits crabes couleur de boue, dit Suzanne, inventés pour nous. Il aurait fallu, dit la mère, du ciment armé, mais où le trouver? Joseph lui coupa la parole. Le rire se calmait. Il faut vous dire, dit Suzanne, que c'est pas de la terre ce qu'on a acheté. C'est de la flotte, dit Joseph. C'est de la mer, le Pacifique, dit Suzanne. C'est de la merde, dit Joseph. Une idée qui ne serait venue à personne, dit Suzanne. La mère cessa de rire et redevint tout à coup très sérieuse. Tais-toi, dit-elle à Suzanne, ou je te fous une gifle. Monsieur Joe sursauta, mais il fut le seul. C'est de la merde, parfaitement, dit Joseph. De la merde ou de la flotte, c'est comme vous voudrez. Et nous on est là à attendre comme des cons que la merde se retire. Ça arrivera certainement un jour, dit Suzanne. Dans 500 ans, dit Joseph, mais nous on a le temps. Si c'était de la merde, dit Agosti, dans le fond du bar, ce serait mieux. Du riz de merde, dit Joseph, en riant de nouveau. Ce serait mieux que pas de riz du tout. Il alluma une cigarette. Monsieur Joe sortit un paquet de 555 de sa poche et en offrit à Suzanne et à la mère. La mère, sans rire, écoutait passionnément Joseph. Quand on l'a acheté, on a cru qu'on serait millionnaire dans l'année, continua Joseph. On a fait le bungalow et on a attendu que ça pousse. Ça commence toujours par pousser, dit Suzanne. Puis la mer démontée, dit Joseph. Alors on a fait ses barrages, voilà.
On est là à attendre comme des cons, on ne sait même plus quoi. On attend dans notre maison, cette maison, continua Suzanne. Cette maison qui n'est même pas finie, dit Joseph. La mère essaya de parler. Ne les écoutez pas, c'est une bonne maison, solide. Si je la vendais, j'en tirerais un bon prix. 30 000 francs. Tu peux toujours courir, dit Joseph. Qui achèterait ça? À moins d'un coup de veine, à moins de tomber sur des cinglés comme nous. Il se tut tout à coup. Il eut un bref silence. C'est vrai qu'on doit être un peu fou, dit Suzanne rêveusement. Joseph sourit doucement à Suzanne. Complètement fou, dit-il. Et puis la conversation s'arrêta toute seule. Taïgon, dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port, dans le plus beau décor.